collègues. Je propose de donner la parole à Madame la rapporteure pour quelques questions. Merci. Je remercie Monsieur le nouveau président. Alors, je vais revenir sur des sujets du volet environnemental, même si toutes les questions finalement se répondent, mais on a essayé de serrer les sujets pour ne pas qu'on se mélange dans les réalités juridiques et financières. Pour autant, avant de poser mes questions, quelques précisions. Première précision, évidemment, puisque ce que vient d'être dit sur la notion d'enclavement et le ressenti de l'enclavement, c'est quand même la question de l'enclavement, même si ça ne fait pas partie des référentiels, qui a été utilisée pour caractériser une des raisons, la raison impérative d'intérêt public majeur. Et donc ça a été quand même un élément qui y a été intégré et qui a fait l'objet également des débats dans le cadre de la DUP. Donc ça a été largement évoqué par les élus, mais pour autant, bien que faisant pas partie des référentiels, c'est quand même un élément qui a été pris en considération. Ensuite, la question, Monsieur Gerlinger, sur la crémade, parce que bon, je ne peux pas évidemment ne pas l'évoquer, puisque là c'est vraiment un volet environnemental. Moi j'ai écrit à Monsieur le préfet du Tarn le 27 février pour lui demander la base juridique qui lui permettait, à lui, préfet, c'est pas vous qui êtes concerné, à lui, préfet, de mobiliser des forces de police, dont vous avez peut-être vu dans un article récent de la presse l'évaluation du coût de la mobilisation de ces forces de police. Si vous ne l'avez pas vu, je me ferai un plaisir de vous transférer l'article de Reporter qui a tenté d'évaluer le coût que ça coûte pour le contribuable que nous sommes, nous tous, la mobilisation des forces de police. Et donc je lui ai demandé le 27 février, sans réponse, j'ai réitéré mon courrier le 13 mars pour qu'il me communique la base juridique sur laquelle il peut mobiliser des forces de police. J'ai même interpellé M. Darmanin dans l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, la base juridique qui lui permet de mobiliser des forces de police pour évidemment déloger des personnes qui occupent ce terrain, alors même que c'est une zone qui était à haute intensité écologique, alors qu'il prétendait que ça n'était plus et que vous le prétendiez aussi. Alors sur l'articulation, ce n'est pas vous qui êtes concerné pour les forces de police, mais sur l'articulation, vous me dites les premiers arbres ont été abattus le 20 février, mais depuis, le préfet m'a répondu. Et il m'a répondu en me communiquant des rapports d'écologues dont a fait état M. Berg l'autre jour avec la critique qu'on lui a entendu dire. Ces rapports d'écologues qui m'ont été communiqués, ils datent du 21 février, 22 février, 23 février, 21, 22, 23 et 4 mars. Ce qui signifie en quelque sorte qu'on a considéré que cette zone n'était plus à haute intensité environnementale, alors même que les rapports d'écologues que vous-même avez sollicités, puisque c'est vous-même, NGE, qui les avez sollicités, n'aient rendu leur rapport, étant observé que par ailleurs, ces rapports, comme le disait M. Berg, font état de ce qu'ils ne constatent pas la présence de chiroptères, mais en plus, quand ils constatent des habitats, ils les ferment avec l'isopture. Donc, c'est un écologue particulier, mais voilà. Donc, bon, moi, je veux bien tout entendre, mais quand même, sur ce sujet, sur l'articulation, j'avoue avoir quand même quelques interrogations sur la façon dont Atosca et le préfet du Tarn articulent leur action, puisque j'imagine que vous-même ne pouvez pas intervenir si vous n'avez pas un feu vert de la préfecture. C'est une question. Donc ça, c'est la crémade. Ensuite, sur les questions de centrales enrobées bitumées. Alors moi, je dis enrobées bitumées parce que quand même, dans l'arrêté interdépartemental du 1er mars, et quand je vais voir sur les autorisations qui sont données, puisqu'il y a des autorisations obligatoires, puisque ce sont des installations classées, bien que n'étant pas pérennes, il est bien précisé pour l'une qu'il y a une capacité totale de 250 tonnes de bitume, c'est celle de Puy-Laurens, tandis que pour l'autre, il y a une capacité totale de 280 tonnes de bitume. Alors après, capacité ne veut pas dire qu'il y a production ou utilisation, mais enfin en tout cas, c'est bien ce qui est écrit dans l'arrêté interdépartemental, houille, coque, lignite, charbon de bois, goudron, enfin, etc. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant, etc. Donc,
ma question, c'est est-ce que vous savez si la centrale d'enrobé de Gragnag, qui a été supprimée, était exactement de la même catégorie que celle-ci, et si celle de Gragnag était posait problème par rapport à des questions de pollution qui ont été avérées, pourquoi celle-ci, ça ne poserait pas de problème? Ça, c'est une première question. Sur la question de l'eau, nous avons alerté, mais certains étaient au courant, d'autres beaucoup moins. Les agriculteurs, vous savez que la question de l'eau est un élément essentiel dans le contexte des règlements et surtout réchauffement climatique, et la disponibilité de l'eau par rapport évidemment aux agriculteurs extrêmement importante, et par rapport à tous les habitants également. Or, il se trouve qu'au niveau de l'eau, le chantier a des besoins en eau qui sont de 120 000 mètres cubes par an. Donc, si vous pouviez nous préciser exactement le nombre de mètres cubes, non, pas le nombre, le volume de mètres cubes, excusez-moi, qui a été consommé au titre 2023 et pour 2024. Et par ailleurs, nous sommes alertés de ce que parfois, alors c'est alerté et puis preuve à la pluie, il y a des nettoyages de routes qui sont évidemment salis par les déplacements, qui sont faits avec des pompages sur des eaux qui sont à proximité. Est-ce que ça fait partie des 120 000 mètres cubes ou est-ce que ce sont des, comment dire, des errements qui sont commis au moment du chantier que vous avez rappelé, auquel vous avez rappelé que ce n'était pas opportun? Ensuite, autre question sur cette question de l'eau, puisque évidemment, s'il y a des réserves, s'il y a des contraintes au niveau de la consommation de l'eau, vous y serez conduit également. Est-ce que vous l'avez prise en compte par rapport au déroulement de votre chantier? Parce que j'imagine que si vous n'avez pas la disponibilité de l'eau telle qu'elle est là, donc avec la négociation avec l'ASA de Lauragais, l'ASA de Blanc et l'ASA de Saint-Germain, eh bien, vous seriez, dans le cadre de votre chantier, un peu empêché, et notamment par rapport à la poussière que ça pourrait dégager, et puis par rapport à la chaux que vous mettez dans votre chantier. Et enfin, j'avais une dernière question que je ne retrouve pas. Oui, ça y est. Une dernière question que je retrouvais, c'était par rapport à la question du transport des matériaux, dans le cadre évidemment volet environnemental, parce qu'il est évoqué dans l'arrêté interdépartemental les besoins en eau, mais à aucun moment donné, et je ne l'ai pas retrouvé, mais peut-être que vous pouvez me donner cette information, ne sont évoquées les contraintes environnementales liées au transport des matériaux. Or, 53 km d'autoroute, c'est quand même des milliers de mètres cubes alors de matériaux et surtout des milliers de passages de camions et de transports qui, je n'ai pas retrouvé les chiffres là qui m'avaient été communiqués, mais ça se concrétise en dizaines de milliers. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré dans le cadre de la construction de votre autoroute et de quelle façon, évidemment, vous en avez tenu compte dans les contraintes environnementales? Et là, je m'adresse à l'État sur ce sujet. Je pense que ça ne fait pas partie des référentiels, M. Balderelli, c'est ça? Alors, je vais laisser Martial répondre pour l'essentiel des questions qui lui sont destinées. Peut-être pour conclure sur cette histoire de désenclavement, quand un professeur d'université ne trouve pas dans son bureau d'enclavement, alors qu'il est ressenti par l'ensemble des exécutifs d'un territoire, j'aurais plutôt tendance à faire confiance aux exécutifs d'un territoire qu'au modèle d'un chercheur. Par rapport, juste excusez-moi, mais par rapport à la question de la science, je pense que les élus des territoires, comme les élus nationaux et à tout niveau, seraient bien inspirés aujourd'hui de fonder leurs décisions politiques sur les données scientifiques. Peut-être qu'on n'en serait pas là au niveau de ce que les rapports du GIEC et donc de milliers et de milliers de scientifiques mondiaux nous alertent à ce jour. Donc je ne partage absolument pas votre point de vue, M. Balderelli, sur les données scientifiques sur lesquelles on devrait davantage s'appuyer avant de prendre des décisions hasardeuses qui engagent l'avenir et qui engagent les générations futures. Merci Monsieur le Président, merci Madame la rapporteure pour vos questions qui sont importantes. Bien sûr que je dois vous remercier.
Moi, je vous remercie. En tout cas, moi, je remercie toujours l'échange. Donc, en tout cas, toute question permet au moins d'y répondre et d'engager le débat. Donc, j'en suis toujours heureux, quoi qu'il arrive. Sur la crème arbre, j'ai l'occasion de répondre de façon assez précise à Madame la députée Rodi. Je vais y revenir. Les rapports que vous avez eus de de l'écologue qui a travaillé sur ce dossier, les rapports qui ont été faits successivement, c'est en fonction effectivement de la libération des zones par les occupants. Effectivement, à chaque fois, des rapports sont effectués, dont le rapport final, que c'est le dernier que vous avez évoqué, et qui présente l'ensemble des travaux faits sur cette zone. À chaque fois, c'est sur la base de ces rapports que sont faits ensuite les abattages à la demande des forces de l'ordre pour sécuriser le site. Donc c'est bien une vérification qui est faite avant de couper, et pas a posteriori, bien entendu. C'est la base même du principe de ce qui est dans l'autorisation. Alors peut-être que j'ai dit tout à l'heure le 20, le début, peut-être que c'est le 21 qu'on a débuté. Ah, je vous le confirmerai explicitement. Mais en tout cas, l'engagement clair que je prends ici sous serment, c'est que nous n'avons coupé aucun arbre sans la validation préalable de l'écologue pour vérifier qu'il n'y a rien dans les arbres. Ça, c'est de l'écologue par rapport et aux rapports qui ont été transmis ensuite effectivement à l'ADREAL. Oui. Donc vous coupez avant que l'ADREAL vous ait dit si oui ou non le travail de l'écologue est valide. Nous coupons dans une configuration où effectivement il y a des enjeux de sécurité publique qui nous fait que à partir du moment où on a les éléments rassurants de l'écologue sur le fait qu'il n'y a pas de souci, dans les contraintes que nous avons sur ce site, effectivement, il y a des abattages qui ont été réalisés. Vous citez effectivement l'obturation des cavités. Il n'y a aucune malice là-dedans. C'est quelque chose qui est prévu dans l'autorisation environnementale. Il est prévu dans l'autorisation environnementale qu'à partir du moment où vous faites les contrôles, vous vérifiez qu'il n'y a rien dans les habitats, pour éviter qu'ils ne reviennent avant que l'abattage ait lieu, il y a des obturations qui sont faites. Si j'osais aller jusqu'au bout, on nous a même reproché à un moment le prestataire avait engagé ce type de travaux avant même qu'on ait l'autorisation à titre préventif. Vous vous en souvenez peut-être, c'était au mois de février par rapport à l'autorisation obtenue en mars 2023. Là, effectivement, on est allé un peu trop vite. Mais là, par contre, maintenant qu'on a l'autorisation, c'est tout à fait régulier de le faire ainsi. Donc voilà ce que je peux vous répondre. Donc je peux pas dire autre chose que ce que j'ai déjà indiqué sur le sujet de cette situation. Puis il y a d'autres questions qui relèvent de l'ordre public sur lesquelles je ne me prononcerai pas, bien entendu. Alors sur les centrales à enrobé de Gragnac, moi je ne connais pas exactement la configuration. Par contre, bien sûr que vous ne pouvez pas, vous étayer pour que je... Ah pardon. Mais c'est agaçant. Bien sûr que sur la question de l'ordre public, vous ne pouvez pas vous engager, mais vous me confirmez que tous les éléments dont je viens de faire état, puisqu'ils m'ont été confirmés par le préfet, et les actions que vous engagiez l'ont été en concertation avec la préfecture. Ils sont tout à fait au courant. Et oui, mais attendez, il faut que je t'aide. Je confirme que c'est le cas, oui. Après, je continue du coup par rapport aux questions. Pardon, Monsieur Garlinger, et pour tous, il est 12h57, je souhaiterais clore les débats à 13h, donc je vous demanderai de répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Merci. Donc, rapidement sur la centrale de Gragnac, je ne la connais pas exactement. En tout cas, c'est une autre centrale que celle que nous utiliserons sur les deux sites. Moi, je peux rappeler que par rapport à ce qui s'est passé à Gragnac, nous allons mettre des éléments supplémentaires par rapport à ce qui se fait traditionnellement pour les centrales à enrober, c'est-à-dire des systèmes de contrôle, de vérification, d'alerte supplémentaires par rapport à ce qui s'est fait à Gragnac, pour vérifier que la centrale fonctionne correctement. Car je le redis, une centrale à enrober qui fonctionne correctement ne présente aucun risque sanitaire pour les riverains. Il y a eu des dysfonctionnements que je ne sais pas. C'est une supposition que je fais par rapport à ce que j'entends, mais je ne connais pas la situation. Nous faisons le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement possible sur ces deux sites, et en tout cas que les systèmes d'alerte soient en place à ce sujet. Sur l'eau, rapidement, vous avez eu les réponses dans les auditions précédentes. Le président de la FNSEA locale a indiqué que 120 000 mètres cubes, c'est à peu près l'équivalent d'irrigation d'une surface de 50 hectares de blé. Autrement dit, nous qui prélevons à peu près un peu plus de 300 hectares de terres agricoles, nous consommons beaucoup moins en pourcentage et en nombre de fois que ce qui serait nécessaire si on devait continuer à la culture de ces zones et à continuer à les irriguer.
Et bien entendu, les accords que nous avons consistent effectivement à obtenir l'accord pour utiliser de l'eau d'irrigation dans le cadre de discussions et d'accords avec les syndicats correspondants. Donc c'est bien dans le cadre de cette eau d'irrigation qu'on utilisera. Alors néanmoins, on est conscient de l'enjeu de l'eau aujourd'hui, de la tension qu'il peut y avoir. En 2023, en particulier, monsieur le préfet Loche nous avait rendu attentifs à ça et nous demandait de faire des efforts. Le DDT du Tarn, je crois que vous avez répondu sur le nombre de mètres cubes qu'on a consommé en 2023, c'était 30 000. 30 000. Donc je confirme que c'est bien le chiffre. On avait, nous, annoncé avant la période estivale qu'on essayerait de viser le 60 000. Le 60 000 par rapport aux 120 000. Donc c'est la moitié, finalement, on en a consommé encore moins. 30 000. Donc c'est bien. S'il va y avoir des tensions sur l'eau, je pense qu'on y contribuera comme tout le monde et on s'adaptera. Et en tout cas, on essaie d'optimiser au maximum l'utilisation en propre de notre système d'eau. Sur les transports de matériaux, pour conclure, bien entendu, on a l'enjeu de chercher le moins possible de matériaux à l'extérieur, de faire le maximum pour que les remblais équilibrent les déblais. Et c'est le travail qu'on a fait. C'est le travail qu'on a fait en période d'études. Vous vous souvenez peut-être du débat qu'il y a eu quand on est arrivé sur le territoire, où certains ont craint qu'on ouvre de nouvelles carrières sur le territoire. 3 carrières, Montcabrier et d'autres sur le site. C'est effectivement des discussions un peu prospectives qu'on avait eues. C'est vrai que le dossier de DUP évoquait le besoin de combler un déficit de matériaux, je crois, de 3 millions de mètres cubes de matériaux. Bon. Donc on avait anticipé, du coup justement pour être compétitif dans notre offre, de voir s'il fallait faire des carrières supplémentaires. On avait commencé même des prospections, voire des concertations préalables. Au final, une fois qu'on était sur place, que les études détaillées ont été engagées, la qualité des matériaux étant connue, on a pu trouver un profil en long qui faisait que les remblais équilibraient les déblais. Donc on n'a pas besoin de matériaux extérieur. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin de concasser ailleurs ou d'autres sources de matériaux que les matériaux de terrassement, mais c'est quand même une préoccupation fondamentale qu'on a eue qui a permis d'ailleurs d'économiser aussi le coût du projet. Merci, monsieur Guerlinger. Donc, madame la rapporteure, pour conclure rapidement, comme on s'était mis d'accord. Non, je suis désolé.